Bonjour à toutes et tous et merci d'être là en ce samedi après-midi dans effectivement ce qui est le plus beau hall de la Cité de l'économie, le hall de Fras. Aurélie le rappelait, cela fait plus de 3 ans que ce partenariat entre la l'AEFR et la Cité de l'économie existe et je suis particulièrement heureux d'être là puisque ça fonctionne. On arrive à créer ce qu'on appelle des synergies entre nos deux institutions et aborder à la fois les sujets dans leur contexte le plus macroéconomique et puis prendre le temps d'aller étudier en détail certains aspects plus réglementaires ou financiers, ce qui est là notre marque de fabrique à l'AEFR. Et à chacune de ces conférences, on s'en rend compte, il est absolument central de ne pas penser les sujets en silo. C'est aussi pour ça que l'on travaille avec la Cité de l'économie et c'est d'autant plus vrai pour un sujet comme celui d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de climat. Le dérèglement climatique, on en a souvent parlé pendant ces conférences, souvent sous l'angle de la finance durable, sous l'angle de l'ESG, de l'angle de l'entreprise. Et puis on s'est dit qu'il y avait un sujet dont on n'avait pas encore parlé, qui pourtant est un sujet qui nous concerne a priori toutes et tous, même moins on a affaire à eux, généralement, mieux c'est bon signe, mais c'est celui de l'assurance et de la capacité à s'assurer encore dans un monde où le réchauffement climatique aura lieu, donc l'impact en réalité du dérèglement climatique sur notre capacité à s'assurer. Pour le moment, on va rester assez large. Et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir nos deux invités. Claire Léoté, bonjour. Je vais laisser prendre le micro. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directrice générale de Suravenir Assurance, qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Merci donc d'avoir fait le chemin jusqu'à Paris. Et à vos côtés, Jean Boissineau, bonjour également. Bonjour. Et vous êtes directeur de l'étude et de l'analyse des risques à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui qui est liée à la Banque de France. J'aimerais qu'on commence cette conférence par poser d'abord le contexte très général et l'urgence de la question. Quand on parle d'assurabilité du monde de demain, ce demain, il est où? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper pour 2030? Restons sur le cas français et européen. Est-ce qu'on va avoir des problèmes d'assurance d'ici 3-4 ans et d'assurabilité de nos biens à cause des catastrophes naturelles dans une échelle très courte? Ou est-ce que c'est plus long terme? Il faut y penser dès maintenant, mais est-ce qu'on a du temps pour penser le sujet sérieusement et prendre les bonnes décisions dès maintenant? Je vous propose de répondre l'un et l'autre à la question, commençant peut-être par vous, Claire Léotet. Alors le dérèglement climatique est bien présent, les assureurs le constatent tous les ans. Le sujet de l'assurabilité, il faut s'en occuper dès maintenant. Pour autant, on va pouvoir continuer à s'assurer en France en 2030 et ma conviction, c'est que l'on va pouvoir continuer à s'assurer en France aussi en 2050 et au-delà, à condition que l'on travaille ensemble, assureurs, pouvoirs publics, assurés, pour déployer les bonnes solutions. Et on va en évoquer certaines ensemble aujourd'hui. Et donc côté pouvoir public, puisqu'on parle de l'assurance. J'aurais la même réponse que Claire, mais du coup, je pense que c'est intéressant de se poser la question, de savoir pourquoi on se pose la question. En fait, on se pose la question parce qu'il y a des pays dans le monde dans lesquels cette question se pose déjà. Il y en a un en particulier qui sont les États-Unis. Pour vous faire une petite idée, il y a à peu près dans le monde, disons en moyenne ces 5 dernières années, quelque chose comme 250-280 milliards de dollars de pertes économiques liées à des catastrophes climatiques. Et il y a la moitié de ces pertes qui sont aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des endroits où, pour le coup, on sait que c'est pas possible de s'assurer parce que le risque, par exemple, d'incendie dans certaines parties de la Californie est trop grand, parce que le risque qui est lié au passage d'ouragans est aussi trop élevé autour du Floride et Golfe du Mexique. Donc il y a des économies aujourd'hui dans lesquelles la question se pose de manière très précise. Pour avoir une petite idée de l'écart qu'on a avec les États-Unis, dans les endroits les plus exposés aux États-Unis, la prime moyenne d'assurance par an, c'est quelque chose comme 3 000 $. L'équivalent en France, hein, vous enlevez au moins un zéro.
Voilà. Donc la question est très réelle, à certains endroits. On a tendance à se dire, oulala, voilà, c'est partout dans le monde, etc. Non, on a effectivement, comme le disait Claire, le temps de se préparer à un problème qui va devenir très réel. Alors, puisque vous amenez directement la question du prix, j'ai lu que la CPR, Jean Boissineau, calculait le ratio d'abordabilité de l'assurance. Donc, qu'on comprenne bien, l'enjeu, c'est pas de savoir si on va pouvoir continuer d'assurer des périls liés aux catastrophes naturelles, parce que si on se dit on met n'importe quelle prime dessus, on pourra l'assurer. L'enjeu, c'est qu'on puisse continuer de faire en sorte que la plus grande majorité de la population puisse s'assurer. Et donc, c'est quoi justement cette notion, avant qu'on entre dedans, d'abordabilité, d'assurabilité aussi, et puisque la CPR le calcule, je vous laisse l'honneur de nous expliquer comment ça marche. Merci Cédric. Alors, la notion d'assurabilité, c'est à la fois très intuitif et un petit peu compliqué à attraper, pour être tout à fait honnête. Mais disons il faut se dire que quelque part, il faut qu'il y ait un risque, donc il ne faut pas que ce soit certain. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes inondé tous les ans, c'est presque plus un risque au fond. Donc c'est la première chose, il faut qu'il y ait un risque. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le coût du sinistre soit tel que la prime reste abordable. Et donc on se dit que si un sinistre est trop probable ou que le coût est trop élevé, c'est à ce moment-là où on commence à avoir un problème. Ce qu'on a fait à la CPR, alors j'imagine que vous faites référence notamment à des travaux qu'on a conduits dans le cadre d'un stress test, un test de résistance, c'est-à-dire qu'on a dit aux assureurs, projetez-vous dans le climat de demain, comment ça se passe ? Et ce qu'on a dit aux assureurs, c'est n'imaginez pas que le seul levier que vous avez, au fond, c'est d'ajuster les primes à la fréquence des sinistres, parce qu'il y a un moment où il n'est pas imaginable que les ménages commencent à dépenser trop pour s'assurer, quelque part. Donc ce n'était pas un chiffre absolu, c'était plutôt un chiffre relatif. Quand on arrive dans les 5% des primes les plus élevées, typiquement, là on commence à se poser une question. Les gens vont peut-être se poser la question de se dire, est-ce que je m'assure ? Voilà. Claire Léoté, vous êtes à la tête de Suravenir Assurance, donc d'un de ces assureurs à qui on peut poser ces questions. D'abord, est-ce que vous intervenez sur l'ensemble de la cartographie française ? Me semble-t-il, votre ADN est plutôt vers l'ouest de la France. Et comment est-ce que vous regardez ces notions que vient d'évoquer Jean Boissineau, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que ce risque, il est un risque certain, ça n'est donc plus un risque, mais est-ce que sa fréquence et autres, c'est quoi la petite mécanique derrière la tarification d'une assurance, et puis être sûr que ça fonctionne avec ce prix-là, on peut intervenir, on peut payer le coût des sinistres de nos assurés tout en restant rentable, puisque ça doit être rentable, une compagnie d'assurance, et en mettant un peu de fonds de côté. Comment est-ce que vous arrivez à faire ces calculs, qui est une question très compliquée que je vous pose là, mais de manière simple? Alors, donc tout d'abord, on est un assureur plutôt régional, puisque nos contrats d'assurance sont distribués essentiellement par le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Et donc, effectivement, on est plutôt exposé sur la façade ouest de la France, même si on a d'autres distributeurs, mais avec beaucoup moins de contrats, un peu partout sur le territoire. Alors après, comment, en tant qu'assureur, comment on travaille ce sujet de la prime d'assurance, de la cotisation que chacun va payer pour son assurance? Tout d'abord, sur la base de calcul de probabilité statistique, on va estimer la fréquence des sinistres, des différents sinistres qui peuvent se produire. Donc, si on parle d'un contrat pour une habitation, pour une maison, on a différents sinistres, un sinistre incendie, cambriolage, inondation. Il y a en fait un contrat multirisque habitation est très riche de garanties différentes, et donc on va regarder chaque garantie, on va calculer une fréquence et on va calculer un coût moyen des sinistres qui vont se produire en se basant sur les données passées, bien évidemment, et de plus en plus en intégrant la prospective sur ce dérèglement climatique qui est en train de se produire.
Et donc sur cette base-là, on va calculer une prime qui a pour objectif de nous permettre, assureurs, d'être capables, avec les primes qui sont payées par un grand nombre de clients, d'assurés, donc de citoyens, d'être en mesure de indemniser l'ensemble des sinistres qui vont se produire sur une période donnée. Habituellement, sur une année, en France, en règle générale, les contrats d'assurance sont conclus pour une période de 12 mois qui après est renouvelable. Et donc, c'est de cette façon-là que l'on va préparer, calculer ces primes, encaisser ensuite donc, les cotisations qui sont payées par les assurés et en cas de sinistre, indemniser les clients qui, sur la période, ont subi des sinistres. Voilà le fonctionnement global. Et sur ces sujets d'assurabilité, ma conviction sur ce sujet, c'est que les assureurs en fait, doivent rester présents partout dans l'ensemble des territoires pour mener à bien leur mission, qui est une mission de pérennité. Et cette mission de pérennité, on ne peut pas décider de la faire qu'à certains endroits, parce que c'est une mission qui me semble essentielle. Pourquoi je parle de pérennité? Parce que, et on l'oublie, je pense parfois quand on souscrit un contrat d'assurance, en fait, on va confier tous les mois, ou tous les trimestres ou tous les ans, une somme d'argent à son assureur. Et contre cette somme d'argent, en fait, l'assureur va prendre l'engagement d'être là, aux côtés de son assuré, lorsque un sinistre va se produire. Et souvent, on a en tête que ce sinistre, ça va être un bris de glace ou un petit accident de voiture. Malheureusement, ça c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, en fait, ces sinistres sont très graves et les montants en jeu sont susceptibles de mettre en péril la pérennité du foyer. Et donc, on a une mission en tant qu'assureur d'être au rendez-vous partout dans les territoires pour assurer cette pérennité, parce que finalement, c'est la confiance en cette relation avec son assureur qui va permettre à chacun et chacune d'entre nous d'entreprendre notre vie, d'avancer, d'investir, etc. Et si on n'est pas là, où il y a des zones géographiques dans lesquelles on se retire, les assureurs se retirent, en fait, ça ne permet pas à chacun de pouvoir avancer sereinement dans sa vie avec cette sécurité, de savoir que son assureur sera là pour, si besoin, et on espère que ce n'est pas le cas bien évidemment, mais si besoin, de remettre la famille, le foyer sur le bon rail en cas de sinistre grave. Alors, dans ce que vous venez de dénoncer là, il y a, vos propos rebondissent sur ceux que vous avez énoncés, Jean Boissineau, avec ce qui se passe aux États-Unis. En France, le dérèglement climatique, on voit dans les principaux sinistres potentiels d'augmentation, c'est l'inondation, la sécheresse, les retraits-gonflements des argiles. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Claire Léoté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit en France où on va se dire ces zones-là doivent être inassurables pour un bon équilibre économique ou vont devenir inassurables? Imaginons que dans les années 70-80, on ait voulu construire un peu près de la côte parce que c'est quand même sympathique d'avoir une maison à 50 mètres de la mer. On sait que cette zone-là, elle va être recouverte par les flots. Bon, on a hérité la maison des grands-parents, les grands-parents, on a une chance certaine. Peut-être qu'il faut continuer de l'assurer. Est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, en 2027, acheter un bien qui est si près de la mer, on se dit, est-ce que c'est imaginable en France que certaines zones, des petites poches sur la carte, deviennent des zones où on conseille de ne pas assurer? En fait, je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a cette question du trait de côte qui est une question bien connue, voilà, avec à la fois la nature de la côte en tant que telle, ça suffirait déjà pour poser des questions. La nature de la côte et la montée des eaux. La côte qui s'érode. Exactement. Donc c'est l'érosion de la côte. En fait, c'est même un peu plus compliqué que ça parce que, au fond, pardon de faire 2 secondes de... C'est pas juste la côte qui recule,
c'est aussi les nappes phréatiques qui sont repoussées. Donc ça se passe aussi un peu plus loin que simplement les 10 mètres entre le bord des vagues et vous. Voilà, juste pour fixer les idées. Donc ça, c'est des endroits où on sait, inéluctablement, quoi qu'il se passe, la maison qui est posée là ne pourra pas rester là. Bon, ça pose la question de savoir, je disais, pour qu'il y ait de l'assurance, il faut qu'il y ait un risque. On n'est plus dans l'ordre du risque, là. On est dans l'ordre du certain. Ça appelle des décisions qui sont des décisions difficiles. Je pense qu'on a tous en tête, notamment moi j'ai un souvenir d'interviews de maires dans ces communes qui sont obligés de prendre la décision de déclarer inconstructibles ces endroits et puis d'organiser le repli. Donc il y a quelques zones comme ça, mais ce n'est pas du tout la grande majorité du territoire. Et j'irais même un petit peu plus loin, c'est qu'on a hérité d'un territoire qui est habité depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Du coup, on a hérité, jusqu'à une période très récente, d'un territoire qui était bien adapté. Vous allez en montagne, vous saviez que les gens vous disaient « ici, il ne faut pas construire ». Bon. Puis à un moment, on a oublié, on a construit là. Et la vérité, c'est que la nature reprend ses droits. Voilà. Donc il y a des ajustements comme ça à faire et à redécouvrir cette espèce d'adaptation naturelle à laquelle on était arrivé génération après génération. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir, puis il va falloir redécouvrir comment s'adapter, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais allons-y tout de suite, Claire Léotet. J'ai mentionné quelques-uns des risques qui sont amenés à être de plus en plus grands et fréquents du fait du réchauffement climatique. Est-ce que sont bien ceux-là, c'est-à-dire inondations, gonflement des argiles et recul du trait de côte, que là où vous intervenez, qui vous préoccupe le plus, et comment est-ce que, s'il y avait une pyramide des préoccupations sur Avenir Assurance dans ces risques à grandir, ce serait laquelle ? Alors, les préoccupations principales, je vais dire malheureusement, le trait de côte, ça n'en est pas pour les assureurs parce que c'est déjà pas assurable aujourd'hui. Donc, les contrats d'assurance ne couvrent pas aujourd'hui le retrait de ce trait de côte. Donc, effectivement, les sujets qui vont nous préoccuper le plus, ce sont les sujets de sécheresse. Donc ces phénomènes de retrait et gonflement des argiles qui sont amenés à croître de façon très significative dans les années à venir parce que l'on considère qu'à horizon 2500, il y aura une augmentation de 200% en fait, de cette sinistralité sécheresse sur un croissant, ce qu'on appelle le croissant argileux, qui va s'étendre du Var jusqu'au Val de Loire, en passant par le Midi toulousain, où on va trouver effectivement ces terres argileuses qui vont se retirer lorsqu'il y a des périodes sèches, gonfler dès lors qu'il y a de l'eau, et finalement, ce n'est pas la sécheresse qui nous pose difficulté. Et s'il faisait un temps sec tout au long de l'année, ça ne posera pas difficulté pour les bâtisses. C'est ce mouvement en fait, du sol qui va venir provoquer des désordres, des fissures, notamment dans les maisons plus particulièrement. Donc ce sujet-là, une vraie préoccupation pour Avenir Assurance comme pour l'ensemble des assureurs dommages. Le sujet de l'inondation pose aussi difficulté. Là, on s'attend à horizon 2050 à une augmentation de près 80%, donc moindre que sur la partie sécheresse, mais tout de même 80% d'augmentation du coût de ces sinistres à horizon 2050 en euros constants. Et enfin, le sujet des tempêtes est un peu différent. En tant qu'assureur très présent en Bretagne, forcément, on regarde ce sujet de très près. Nous n'avons pas de données à l'instant qui nous permettent de penser que la fréquence et l'intensité des tempêtes va augmenter sur cet horizon 2050 que je viens d'évoquer. Pour autant, dans la dernière étude de France Assureur, donc France Assureur, c'est la fédération des assureurs en France, France Assureur indique que le coût des tempêtes va augmenter de 46% à horizon 2050. Alors c'est un peu paradoxal, il n'y aura pas plus de tempêtes et pourtant ces tempêtes vont nous coûter plus cher. C'est pas non plus qu'elles soient soit plus intenses, c'est pas ça le sujet. En fait, le sujet ici, c'est plutôt qu'il y a des mouvements de population
qui s'installent dans l'ouest de la France, dans des zones qui sont exposées à la tempête. Et donc, lorsqu'une tempête se produit sur la même zone que par le passé, en fait, il y a plus d'habitants, plus de biens à indemniser, donc d'une part. Et puis, d'autre part, un sujet d'accumulation de richesses. Nous vivons toutes et tous dans une société de consommation. On accumule à longueur de semaines des biens. Et lorsque un sinistre survient, on s'attend à ce que notre assureur indemnise une grande partie de ces biens. Et si je peux vous donner un exemple que j'ai vécu récemment dans mon rôle chez Survenir Assurance, donc très présent en Bretagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en novembre 2023, une tempête très importante sur le Finistère, la tempête Ciaran. Et pour nous, beaucoup de déclarations de sinistres, et des sinistres piscines. Alors, par le passé, une tempête sur une piscine, ça faisait des vagues. Maintenant, quand il y a une piscine dans le Finistère, en fait, il y a un abri de piscine. Et donc, c'est là où, finalement, cet enrichissement de la population va venir, même s'il n'y a pas d'aggravation ou d'augmentation de la fréquence ou de l'intensité des tempêtes, en fait, va venir augmenter la charge au moment de la survenance d'une tempête, finalement, assez classique, puisqu'il faut indemniser les abris de piscine, des volets de piscine, les trampolines, etc., ainsi de suite. Et donc, finalement, on crée aussi nous-mêmes cette charge supplémentaire que l'on paye dans nos primes d'assurance. Non, mais je trouve que les exemples de Claire sont vraiment excellents pour toucher du doigt l'enjeu de l'adaptation. Parce que l'adaptation, c'est effectivement faire en sorte que la piscine, si on la construit, et l'abri de piscine, s'il est nécessaire, partent pas à la première tempête. L'adaptation pour la question des retraits gonflements des argiles, qui sont un véritable drame, mais quand on y pense, c'est encore plus un drame, dans le sens où c'est principalement la mauvaise manière de construire qu'on a eue pendant 50 ans qu'on est en train de payer. Vous avez beaucoup d'architectes qui vous expliquent que si on avait fait des fondations un peu plus profondes et qu'on était monté d'un étage ou deux, et en fait, le bâti ne bougerait pas comme ça et la maison résisterait. Donc en fait, c'est vraiment l'adaptation, le mot est vraiment très bien trouvé, aux conditions auxquelles on fait face, qui fait que on va limiter la charge des sinistres. Et comme le disait Claire, de mémoire, l'étude de France Assureur à laquelle vous faisiez référence, Claire, c'est la moitié de l'augmentation du coût des sinistres climatiques qui est liée à cette augmentation, quelque part, cette surexposition qu'on a collectivement à ces risques, qui, quand on y réfléchit, est tout à fait évitable. Décider de ne pas construire dans une zone inondable, c'est tout à fait évitable. Décider de construire des maisons un peu plus grandes, c'est tout à fait évitable. Et je n'avais pas l'exemple, mais décider de faire en sorte que les abris de piscine ne s'envolent pas dès que ça souffle à plus de 100 km/h, c'est aussi évitable. Et est-ce qu'il est évitable de reconstruire à un endroit où il y a une inondation, c'est-à-dire que ces poches ces endroits où il y a un risque très très fort d'inondation, est-ce que c'est aujourd'hui une carte possible pour un assureur de dire je vous propose de relocaliser votre maison ailleurs? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que vous en avez le droit? Et deux, est-ce que c'est quelque chose d'entendable et qu'on vous parfois même que vous pouvez, si vous le proposez, est-ce que vous avez une réponse positive? Alors c'est possible, ça se fait. J'ai quelques dossiers en cours en ce moment. Effectivement, on accompagne des assurés qui ont été victimes d'inondations, où les travaux en fait de remise en état de l'habitation, donc les maisons actuelles, sont très coûteuses. Les habitants sont nos assurés traumatisés par l'inondation qu'ils ont vécue, et donc on les accompagne dans l'accès à des fonds publics, donc le fonds Barnier en fait, pour pouvoir
justement, soit acheter une maison plus loin, soit construire une maison. Et donc, entre notre indemnité d'assureur et la participation du fonds Barnier, en fait, ça permet d'envisager d'habiter ailleurs, dans une zone qui ne sera pas touchée demain par les inondations. Et je trouve que ce sont d'excellentes solutions très pragmatiques et qui permettent de mettre en sécurité, là en l'occurrence, les familles, et aussi de s'assurer que collectivement, on ne continue pas à payer régulièrement, refaire des maisons qui sont inondées tous les 3, 4 ou 10 ans, ou 20 ans même. Ça n'a aucun sens économiquement pour l'ensemble de la population. Quand on parle de sens économique du fonctionnement du modèle de l'assurance, il y a une chose, un mot, je crois qu'on n'a pas encore mentionné, qui est celui de la mutualisation. Jean Boissineau, vous qui observez au travers votre profession à la CPR l'ensemble du territoire français, on sait que l'Union européenne, et donc la France, est un territoire où le dérèglement climatique se fait ressentir plus vite qu'ailleurs, où les effets attendus sont assez forts. Un des principes de stabilité d'un assureur, c'est qu'il va pouvoir intervenir à certains endroits. La tempête, elle a lieu en Bretagne, l'inondation, elle a lieu dans tel endroit de la France. Mais aujourd'hui, si on prend une carte des périls et des sinistres plutôt, ces points, ils ont tendance à grossir. Comment est-ce qu'on gère au niveau du territoire ce principe de mutualisation? Est-ce qu'il est encore réellement viable pour les assureurs français? Alors, il y a un autre mot qu'on n'a pas prononcé, c'est régime de catastrophe naturelle. Et peut-être avant ça, donc on est effectivement un continent, un pays qui est assez exposé, très exposé au réchauffement climatique. Bon, on n'est pas les plus mal placés dans le monde, hein, je voudrais le redire. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi très exposé essentiellement à des risques chroniques qui ne se traduisent pas tous par des catastrophes naturelles. Voilà. Le changement du climat, de la végétation, enfin bref, le fait d'avoir le temps de Marrakech à Marseille et celui de Marseille à Paris, c'est pas seulement, du coup, c'est pas que des catastrophes naturelles, c'est un impact beaucoup plus large. Mais donc cette question de la mutualisation, en fait, elle s'est déjà posée en France à la fin des années 70, au début des années 80, où il y avait certains périls, notamment la grêle, pour laquelle les assureurs n'arrivaient pas à trouver de solution technique pour la tarifer correctement. Et, pardon, j'ai dit la grêle, la sécheresse et ce genre de choses, plutôt. Et donc on a pris la décision collectivement de créer ce qu'on a appelé un régime de catastrophe naturelle, qui a consisté à dire, en fait, ce risque-là, il est assurable si on décide de l'assurer à l'échelle du territoire entier. Or, aucun assureur n'avait cette couverture de mutualisation large. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu, au fond, obligatoire pour les assureurs qui proposent une couverture contre les événements climatiques. Enfin, on a interdit les clauses d'exclusion. On a dit aux assureurs, si vous proposez une protection contre la tempête, vous ne pouvez pas dire que la tempête est trop forte et donc que vous assurez pas. En contrepartie de ça, on a dit aux assureurs, en fait, vous allez payer une petite prime fixe, 12% qui est devenu 20% de la prime aujourd'hui, qui va aller payer une réassurance publique à laquelle vous pouvez avoir accès et qui fonctionne parce qu'on va réassurer à l'échelle de tout le territoire. Donc cette mutualisation en France, elle marche bien et honnêtement, ça fait partie des... J'ai pas en tête beaucoup d'initiatives comme ça que beaucoup de pays nous envient. Très sincèrement, je m'occupe en ce moment d'un groupe de travail du G7 sur ces questions-là. Bon, voilà. On est très content de présenter et d'expliquer le régime français. On en est assez fiers, ça marche bien. Et ça marche bien précisément parce qu'on a organisé cette mutualisation à l'échelle du territoire et aussi parce qu'on a dit on reste dans une logique d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit c'est l'État qui va faire un chèque. On a dit c'est un réassureur et moi comme superviseur de l'assurance, enfin mes collègues en l'occurrence, considèrent ce réassureur comme un assureur normal. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il est capable de faire son travail d'assurance. Simplement on a fait en sorte qu'on ait mutualisé le risque à l'échelle de tout le pays. Alors, Jean Boissineau vient de mentionner un terme qui est important et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, et non pas CatNat, mais réassureur. En fait, l'individu, il s'assure, et d'une certaine manière, il
cède une partie de ses risques à un professionnel, l'assureur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'assureur, lui aussi, il peut céder une partie de ses risques à un réassureur. Alors Claire Léoté, pourquoi est-ce qu'on a envie de céder une partie de ses risques quand on est assureur et ça sert à quoi? En fait, finalement, pour les mêmes raisons que les particuliers souhaitent transférer une partie de leur risque à un assureur, parce que ça vous permet en tant que particulier d'avoir cette assurance, une pérennité. Nous aussi, en fait, en tant qu'assureur, hein, on a besoin en fait de transférer une partie de nos risques à ce réassureur, et on va plutôt transférer les risques de pointe en fait qui pourraient venir mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Donc les assureurs, là où en tant que particulier, on a des franchises sur les contrats d'assurance qui sont souvent de l'ordre de 300, de 500 euros par sinistre, quelque chose comme ça. Lorsque les assureurs travaillent avec les réassureurs, on a des franchises aussi, on les appelle les priorités, et ces priorités se chiffrent en plutôt dizaines de millions d'euros. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain seuil, on va considérer qu'un événement ou une série d'événements de ce niveau-là pourrait venir mettre en péril la solidité et donc la pérennité de la compagnie d'assurance. Et donc il faut transférer ces risques contre une prime que nous payons donc au réassureur pour nous permettre d'être sûr d'être solide. Et pourquoi on doit être sûr d'être solide? Parce que notre rôle, c'est d'indemniser en cas de survenance de ce type d'événement. Et donc, il faut absolument que l'on soit suffisamment solide, que l'on ait de très bons réassureurs derrière nous, afin que collectivement, lorsque surviendra la tempête du siècle, on soit en mesure en fait d'indemniser chaque assuré à hauteur de ce qu'il a souscrit dans son contrat. Toute la chaîne intervient sur cette pérennité. Alors Jean Boissino, c'est quoi la différence entre justement cette réassurance purement privée et cette réassurance via la CCR, donc Caisse centrale de réassurance, CatNat, qui est un partenariat public-privé? Pourquoi est-ce que ce modèle français, vous êtes si fier de le présenter, et est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une piste de solution dans d'autres États qui seraient fortement touchés? Alors, je ne dis pas les États-Unis, parce que le système assurantiel est très particulier, mais... La particularité en fait du régime CatNat, comme je le disais, c'est le législateur interdit aux assureurs des clauses d'exclusion et leur fournit systématiquement une solution de réassurance. En fait, c'est ça et une solution de réassurance qui a un coût qui est maîtrisé. Voilà. C'est pas subventionné, mais ça fonctionne vraiment parce qu'on le fait à l'échelle de tout le pays. Et puis, pour le coup, il y a un dernier point qui est qu'effectivement, le réassureur, enfin donc la Caisse centrale de réassurance, qui a suffisamment de fonds propres pour absorber la plupart des pertes si jamais elle était en difficulté. Là, pour le coup, son actionnaire, qui est l'État, c'est-à-dire nous tous, serait en mesure de venir la réabonder si jamais il fallait. Mais vraiment, tout le système est construit pour ne pas avoir besoin de ça. Et donc, la différence entre cette réassurance publique, quelque part, et un réassureur privé, c'est vraiment cette idée qu'on mutualise à l'échelle du territoire et qu'on ne choisit pas ici, là, etc. Et ce qui est d'ailleurs, en fait, parce que la question de la pérennité du régime est une question qui se pose, qui est en débat au Parlement en ce moment, c'est vraiment la question, comme le disait Claire, de la présence sur tout le territoire. Donc en fait, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc là, aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de quelles sont les règles du jeu pour les particuliers de faire l'effort d'adaptation pour réduire le coût des sinistres, pour les assureurs de ne pas choisir juste les endroits où il n'y a pas de risque, et puis pour la réassurance de trouver le bon tarif. Avant de passer le micro à la salle, puisque l'idée c'est aussi que vous puissiez poser toutes vos questions, il y a un terme qu'on a un petit peu abordé, une partie qu'on a un peu abordée, qui est celle de l'adaptation. Claire Léoté, quelle est cette partie? On parle beaucoup de prévention dans le monde de l'assurance. Or, on voit assez facilement pourquoi la prévention dans la sécurité routière ça marche. Ne buvez pas, vous avez moins d'accidents. Mais dire à quelqu'un, bon bah là, il va y avoir des catastrophes dans cette région de France, on se dit peut-être un peu moins que ça fonctionne. Donc la prévention, c'est pas juste de l'information sur le territoire, il y a aussi de la recherche et développement que vous menez, c'est ça?
Oui, ce sont des travaux qui sont menés soit par la place, soit par des assureurs individuellement, qui ont pour objectif de trouver des bonnes solutions, des solutions parfois moins coûteuses que ce qui est déployé aujourd'hui, afin de s'assurer que, notamment lors de la survenance d'un sinistre, mais pas uniquement, on peut aussi intervenir avant la survenance d'un sinistre pour permettre en fait aux logements, parce qu'on parle essentiellement des logements, d'être plus résilients en fait face aux catastrophes climatiques qui peuvent survenir dans l'environnement de l'habitation. Et donc, il y a des travaux de place qui sont en cours, par exemple sur la sécheresse, pour trouver des mesures, une expérimentation sur des mesures moins coûteuses, moins émissives, aussi en gaz à effet de serre que ce que l'on a pu faire par le passé. On reprend les maisons en sous-œuvre quelque part. Enfin, c'est très coûteux, c'est très difficile pour les personnes qui sont souvent obligées de déménager pendant plusieurs mois. Et en plus, les résultats de ce que l'on a fait pendant de nombreuses années ne sont pas très satisfaisants. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver des solutions différentes pour demain pouvoir adapter plus facilement les maisons, tout ce parc de maisons qui était évoqué par Jean, qui a été construit avec des fondations pas suffisamment profondes et que l'on sait pertinemment que ces maisons vont bouger dans les années à venir. Quelles sont les mesures que l'on va pouvoir déployer avant ou après sinistre pour pouvoir s'assurer que demain, elle soit plus adaptée à l'environnement dans lequel elle se trouve. Et donc, il y a des choses qui sont très simples à faire sur ces maisons, par exemple, c'est d'éloigner des arbres. Malheureusement, parfois, il faut couper des arbres parce que les arbres qui sont plantés juste à côté des maisons vont venir accentuer ce mouvement en fait, des sols parce que vont récupérer l'eau dans le sol dans des périodes qui sont déjà un peu sèches. En fait, c'est très beau un arbre à côté d'une maison, mais c'est pas une bonne idée quand on est dans une zone où les terres sont argileuses et on est exposé au risque de sécheresse. Ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples sur ce sujet de la sécheresse, aussi sur l'inondation, sur comment, en fait, on s'assure que les maisons, parce que tout le monde ne va pas déménager, mais comment on s'assure que les maisons sont plus résilientes demain. Et donc là, il y a tout un plan qui est en cours de déploiement dans toutes les régions ou de nombreuses régions de France pour pouvoir accompagner les assurés, leur permettre d'accéder au fonds Barnier que j'ai évoqué tout à l'heure pour dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, c'était pour déménager, mais en fait, les Français peuvent accéder à des fonds pour leur permettre de mener des travaux d'adaptation de leurs biens pour justement éviter que lorsqu'une inondation se produit, que leur maison soit endommagée par l'événement. Donc on retrouve cette idée qui avait été défendue, c'était en 2006 par Nicolas Stern, que le coût de l'adaptation est parfois inférieur au coût du réchauffement climatique. Je sais pas que vous voulez intervenir. Non, mais il est parfois inférieur. Il est toujours très inférieur. Enfin, il faut avoir en tête que l'ordre de grandeur d'un effort d'adaptation, c'est 1 euro investi pour 6 à 10 euros de dommages évités. Donc c'est vraiment la difficulté ensuite, c'est qu'on a du mal à se rendre compte qu'on a évité ces dommages-là. Mais les chiffres qu'il mentionnait, lui, c'était 1% du PIB mondial permet d'économiser d'ici 2050. Enfin, 1% investi tous les ans du PIB mondial, ça nous permet d'économiser 15 à 20% du PIB, y compris mondial, à la fin en 2050, me semble-t-il. C'est possible, tout à fait, c'est possible. C'est des ordres de grandeur qui sont immenses. Exactement. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que on a tendance, on a parlé essentiellement de ça, à parler juste d'adaptation. Mais au fond, chercher à s'adapter au changement climatique sans en même temps s'occuper de la cause du changement climatique, c'est un petit peu comme quand vous courez sur le quai, que le train est parti, vous courez sur le quai, vous vous dites je vais le rattraper. Voilà. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et les deux sont absolument nécessaires. Et justement, j'avais pas prévu d'aller sur ce champ-là, mais on a parlé d'un métier des assureurs, qui est celui d'assurer. Il y a un autre métier de l'assurance, qui est celui de gérer des actifs, où là, la main, elle est peut-être plus simple pour
prévenir ou pour agir dans l'allocation d'actifs? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé quand vous regardez l'ensemble de vos activités, Claire Léoté? Oui, alors on a déployé chez Survenir Assurance une stratégie climat en début 2023. Et dans cette stratégie climat, en fait, on regarde nos émissions, hein, puisqu'ici, il s'agit pour les assureurs de prendre leur part, et je pense qu'il faut que l'on prenne peut-être un peu plus que notre part dans le fait, effectivement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de ralentir autant que possible, participer à ralentir autant que possible ce dérèglement climatique. Et donc, on regarde dans cette stratégie climat les émissions qui sont en lien avec nos activités pour compte propre, donc notre flotte de véhicules, nos bâtiments, etc., enfin, nos achats. Pour Survenir Assurance, ça va vous permettre d'avoir une idée d'ordre de grandeur. Hein. Pour nous, c'est 1500 tonnes d'émissions de CO2 par an. Après, on regarde notre actif, donc enfin, tout ce qui est nos placements financiers, hein, parce que les primes que vous nous versez, on les place, et donc ça génère, ce portefeuille de placement génère aussi des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 8000 tonnes. Et le dernier poste, c'est le poste qui est en lien, là je reviens à mon activité d'assureur, c'est ma chaîne de valeur sinistre. Donc lorsque je déplace un réparateur pour réparer ou dépanner un véhicule, lorsque je consomme les ressources de la planète pour reconstruire une maison qui a été incendiée, etc., etc. Là, j'ai calculé, je pense que c'est un peu sous-estimé, mais ça donne une idée d'ordre de grandeur, que l'on émet pour 70 000 tonnes. Donc 1500, 8000 hein, et 70 000 tonnes de gaz à effet de serre. Et donc l'enjeu, pour moi, c'est bien évidemment de travailler les 3 postes, et c'est ce que je fais. On réduit, on a vraiment une stratégie très claire de réduction sur les 3 postes à laquelle on tient et on est au rendez-vous sur les 3. Mais clairement, là, on aura le plus d'impact, c'est sur la chaîne de valeur sinistre. Et donc, c'est là où il faut que l'on mette le maximum d'efforts pour les années à venir. Je vous propose de prendre les questions dans la salle, le temps qu'il y ait une main qui se lève. J'ai une question à vous poser, Jean Boissineau, sur la mutualisation. Est-ce que, à l'échelle européenne, dans le cadre des discussions que vous avez avec vos homologues européens, on ne peut pas penser à un système type CatNat, mais au niveau européen, est-ce qu'il n'y a pas des pistes de travail, je ne dis pas de faire exactement le même système et de le reproduire à l'ensemble de l'État, mais est-ce qu'on pourrait mutualiser sur le territoire de l'UE, et comme ça permet aux premières mains de se lever? Ça va leur permettre de se lever, parce que la réponse est vraiment compliquée. Non, je vais faire très simple. La vérité, c'est qu'on est, à l'échelle de l'Europe, pas du tout exposé au même sinistre, d'une part, et pas du tout organisé ou près de la même manière, d'autre part. Donc oui, il y a une réflexion sur comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle du continent, mais la première étape, c'est probablement... Parce que on ne s'adapte pas et on ne se prépare pas en prenant beaucoup de distance par rapport au territoire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc il faut, au fond, c'est un peu cette question de la mutualisation à l'échelle du continent. C'est un petit peu quelque chose qui va pouvoir venir compléter tout ce qui aura été fait en termes d'adaptation locale, de création de régimes de ce type. Penser ça tout de suite, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, pour être tout à fait honnête. Et pour le dire un peu crûment, par exemple, un Finlandais se demande pourquoi est-ce que, enfin, qui est pas assez peu exposé, pourquoi est-ce quel est l'enjeu pour lui que les inondations en Espagne soient prises en charge au niveau communautaire. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se dise, il y a tout l'effort d'adaptation qui est fait, il y a l'effort d'assurance qu'on peut faire en l'état actuel des choses. Et ensuite, effectivement, cette question-là peut être posée, mais il ne faut pas qu'en la posant, on empêche de résoudre les premiers problèmes. Madame. Oui, bonjour. J'ai une question. Quand on dit assurer le monde de demain, on parlait des particuliers au champ de leur habitation.
Mais finalement, l'assurabilité, c'est mon habitation, c'est la commune, et on sait qu'il y a des problèmes d'assurabilité des collectivités locales. C'est l'entreprise dans laquelle je travaille, avec des problèmes d'assurabilité qui montent. Et est-ce que ce sujet-là global est regardé sur si j'adapte mon habitat, mais que la commune, les infrastructures ne sont pas maintenues, ou si l'entreprise disparaît parce qu'elle est plus assurée? Est-ce que ce sujet-là, il est regardé et à quel endroit au global? Et j'avais une deuxième question, si je peux me permettre. Il y a une proposition de loi Barusso qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée sur le fait que l'assureur va pouvoir rembourser au-delà du montant du sinistre. Avant, on ne pouvait pas s'enrichir avec le montant d'une indemnisation, mais en faveur d'opérations d'adaptation qui vont permettre d'augmenter la résilience d'une habitation, par exemple. Est-ce qu'on sait quelle est la part d'assurabilité qu'on va permettre de maintenir avec cette mesure-là? Est-ce que ça va être un coup d'épée dans l'eau, ou est-ce que c'est un levier majeur sur l'assurabilité? Merci. Alors, pour répondre à votre première question sur est-ce que c'est le monde aussi des collectivités locales et de l'entreprise, la question de l'assurabilité se pose pour toutes les parties prenantes, tous les acteurs. Donc oui, c'est un sujet large. Moi, mon domaine d'expertise, c'est le particulier, parce que je n'assure que des particuliers. C'est pour ça que je n'ai pas évoqué ces sujets-là, mais vous avez bien raison de dire que c'est bien au-delà du sujet du particulier. Je vais peut-être compléter. On a fait une étude avec mes collègues de la Banque de France donc on s'est posé la question de quels étaient les dommages qui étaient liés pour les entreprises, typiquement à une inondation. Et en fait, en général, spontanément, tout le monde se dit inondation, ça va être une question de bâtiment. Et en fait, quand on regarde de près, on se rend compte que l'interruption d'activité, c'est en fait la majorité du dommage, plutôt que simplement le bâtiment. Donc oui, cette question de l'assurance, comme le dit Claire, elle dépasse vraiment la seule question des particuliers, qui a le côté pratique qu'on a tous, on se reconnaît tous dedans, quoi. Voilà, on s'identifie tous dedans. Peut-être pour la deuxième partie de la question, moi, je ne vais pas commenter sur le débat législatif, et encore moins compte tenu de ma position. J'aurais juste dire quelque chose, c'est que il faudra absolument s'adapter, ça c'est certain. Et enfin, il n'y a pas de recette magique, hein. C'est-à-dire que voilà, ça aura forcément un coût. Donc en fait, il faut garder ça à l'esprit. Je veux dire, à la fin, individuellement ou collectivement, on va le payer. En revanche, si je reviens à votre première question, qui est à mon avis aussi une question qui est en débat dans cette proposition de loi, qui est quelle est la bonne échelle de l'adaptation, comme vous le disiez. En fait, ça n'a aucun sens de s'adapter individuellement. Ça, c'est quelque chose que tous les gens qui ont regardé cette question ont compris depuis assez longtemps. L'exemple type, c'est je me protège d'une inondation en construisant une digue, mais en fait, en construisant la digue, j'amplifie le problème un peu plus bas. Donc, c'est vraiment des enjeux qui doivent être abordés à l'échelle des territoires. Et si je m'abuse, Claire, il y a un certain nombre de territoires dans lesquels les pouvoirs publics, les assureurs, etc., travaillent ensemble sur ces plans d'adaptation, puisqu'effectivement les assureurs en savent beaucoup sur où sont les sinistres, voilà, et comment est-ce qu'on pourrait les éviter, mais que c'est pas eux qui peuvent les mettre en œuvre. Donc il y a des dialogues assez riches, et je pense qu'il faut les appeler de nos voeux collectivement, parce que c'est ça la clé de l'assurabilité de demain, en fait, c'est d'avoir des territoires adaptés. Une question derrière et puis après devant. Oui, bonjour. Moi, je suis un investisseur et j'ai deux caractéristiques. Je capte du CO2 et je représente un tiers du territoire français. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un investisseur dans la forêt. Et j'ai un problème en matière de compréhension des phénomènes. Lorsque je parle de scolite à un assureur, j'ai l'impression de lui parler chinois. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait des ravages en France et aux États-Unis 100 fois plus. Alors, vous parlez de recherche et développement. Vous pouvez préciser ce qu'est là, ou ce que sont les scolites? Alors, le scolite, c'est un petit animal qui va se mettre qui est une conséquence du réchauffement climatique, et qui va se mettre sous les écorces, va bouffer les écorces, et fera en sorte que dans certains massifs forestiers, vous voyez jusqu'à un arbre sur deux qui est sec. Donc un insecte ravageur. Voilà.
Et donc, quand je discute avec les gens de l'ONF, on se parle et ils font des recherches, mais quand je discute avec un assureur, c'est un peu mystère et boule de gomme. Vous parlez de recherche et développement, ça m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en la matière ? Alors, si c'est une question pour un assureur, j'avoue que là, vous me posez une colle parce que je ne connaissais pas du tout cet insecte. Ce que je peux vous dire, c'est que, et là, je ne parle que pour Suravenir Assurance, en 2025, nous avons commencé, et sûrement avec un peu de retard à mon sens, mais plutôt en avance par rapport aux autres, des études sur l'impact de l'effondrement de la biodiversité sur l'assurance. Donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de climat, et là les travaux démarrent sur quels vont être les impacts de l'effondrement de la biodiversité, et je ne sais pas si l'insecte que vous évoquez, la présence de plus en plus importante, si j'ai bien compris, de cet insecte sont en lien avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité par ailleurs, mais ce sont effectivement des sujets que les assureurs doivent commencer à intégrer dans leurs travaux, dans leurs réflexions, dans leur modélisation et aussi dans la prise en charge éventuelle demain de sinistres qui sont en lien avec ces nouveaux risques qui sont en train d'émerger. Merci, tout ça c'est à la fois très concret et puis ça nous met bien dans le cœur du problème que les autorités et les entreprises doivent, dont elles doivent se saisir. Deux points. Le premier, c'est quand même à propos des États-Unis. Je pense que c'est important de dire que ce n'est pas que parce qu'ils ont des risques climatiques différents, c'est aussi que leur système d'assurance a conduit à ces impasses, qui fait qu'en Californie, il y avait la moitié des gens qui n'étaient pas... Donc c'est le système qu'ils ont construit aussi qui n'aide pas, me semble-t-il. Et la deuxième, et ma question pour vous deux, c'est est-ce que c'est très important, je crois que ce que vous avez dit, qu'il ne suffit pas de réparer, il faut éviter qu'on fasse des bêtises à l'avenir. Il y a la question du trait de côte, mais pas que. Et quand vous parlez du retrait d'argile, il y a la question de la qualité des constructions par un certain nombre de grands groupes de BTP, j'imagine, qui peuvent avoir une petite responsabilité. Est-ce que vous considérez que la législation aujourd'hui, qui s'impose aux bâtiments, qui est le premier secteur qu'on sollicite toujours quand on veut faire de la croissance en France, est adaptée à cette stratégie de prévention? Merci Pervenche. Peut-être sur le premier point, alors c'est parce que j'étais particulièrement pas enclin à dire du mal des Américains aujourd'hui, mais effectivement ils ont un système qui est assez absurde, mais il y a une leçon derrière ça en fait, c'est que le système d'assurance aux États-Unis, le superviseur de l'assurance, c'est un type qui est élu tous les 5 ans. Et quand vous voulez être élu tous les 5 ans, qu'est-ce que vous faites? Eh bien écoutez, vous essayez de faire en sorte que les gens payent la prime la plus faible possible. Et donc à la fin, les primes n'ont plus rien à voir avec les risques. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un assureur et que vous pouvez pas, que la prime ne peut pas refléter le risque? Ben vous arrêtez d'assurer. Voilà. Je pense que c'est utile de prendre conscience de cette mécanique-là. Sur la question des normes de construction, peut-être pour faire un renvoi au 22, moi, je retiens d'échanges que j'ai avec mes homologues, notamment allemands et espagnols là-dessus, qui ont, par exemple en Espagne, il y a les problèmes de retrait et gonflement des argiles, ils ont exactement les mêmes. Mais ils n'ont pas du tout le problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas du tout le problème? Parce qu'en fait, les normes de construction sont locales. Et donc, on n'a pas une norme qui s'applique à l'échelle du territoire, et donc qui est faite en moyenne bien, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté aux circonstances locales. Ça me semble très complet, Jean. Je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à ajouter. Merci beaucoup, Claire Léoté, Jean Boissineau, d'avoir été avec nous. Alors, très rapidement, puisqu'il est 15h30, prenez le micro. C'est plus peut-être au niveau de l'État, parce que si j'ai bien compris, quand même, le niveau de la mer va vraiment beaucoup augmenter. Et est-ce que déjà vous envisagez les scénarios de déplacer
vraiment une partie de la population, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe si vraiment on est en danger sur, alors pas sur toutes les côtes, hein, mais sur certains points. Voilà, Ok. Alors, je suis allée au colloque sur la mer en commun à la Cité des Sciences. Ils avaient abordé ce sujet-là très sérieusement au niveau scientifique. tout à fait. Peut-être juste 2 éléments de réponse là-dessus. Pour fixer les idées, la totalité de la calotte du Groenland qu'ils font, c'est 7 mètres de montée des eaux. La totalité de toutes les calottes glaciaires, Antarctique compris, c'est 70 mètres de montée des eaux. D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le pire n'est pas certain. Et que bon, le Groenland, voilà, la question se pose. Non, c'est pas certain, mais la question se pose. J'ai bon espoir qu'on arrive à maîtriser le changement climatique avant d'avoir passé le tipping point de la deuxième couche de l'Antarctique. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, c'est un problème sérieux. Par ailleurs, il y a une deuxième dimension, c'est que pour le coup aussi les climatologues insistent là-dessus, c'est que c'est un sujet lent en fait. Ça se compte pas en années, pas en dizaines d'années, ça se compte en siècles. Donc au fond, je pense qu'il faut être conscient de ce risque, être conscient que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance d'arriver à la neutralité carbone, voilà. Et puis ensuite, on verra ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas certain qu'il faille penser tout de suite. Le retrait de populations extrêmement importantes, en tout cas, on n'est pas un pays qui soit particulièrement dans une situation critique de ce point de vue-là. On n'est ni les Pays-Bas, ni le Bangladesh, voilà. Sur la maîtrise du changement climatique avant un point de non-retour, c'est très bien, vous faites une parfaite transition, Jean Bassino, pour la conférence qui a lieu dans 25 minutes maintenant, ici même, sur le rôle de l'entreprise dans la transition. Merci encore, donc Claire Léoté, directrice générale de Suravenir Assurance, et Jean Boissineau, directeur de l'étude et de l'analyse des risques, d'avoir été avec nous.